Donc, bonjour à tous les gens qui nous ont rejoints. Donc, je me présente, je m'appelle Sylvain, je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat et je suis heureux de vous accueillir chez vous pour cette première visio de Réno. Donc, c'est un format qu'on a développé suite à l'épidémie de coronavirus et à l'impossibilité de faire des événements en présentiel avec un public nombreux. Donc, nous avons fait déjà une dizaine de webinaires sur la rénovation énergétique qui sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie. Le dernier aura lieu mardi prochain sur la voiture électrique. Et aujourd'hui, on démarre une première visio d'une série de 4. Les 2 premières seront consacrées à l'habitat partagé. Les 2 suivantes seront consacrées à la rénovation en copropriété. Et j'ai bon espoir qu'après les vacances, qu'à la rentrée, on pourra faire des événements en vrai, en live sur le terrain. En tout cas, cette visio, donc, elle est organisée sous l'égide de l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon. Donc, il y a un service porté par 2 associations, donc l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui intervient sur le territoire de la métropole de Lyon, qui représente 59 communes et 1 400 000 habitants, et les collègues de l'ALTE, l'Agence locale de transition énergétique du Rhône, qui gère tous les autres territoires du Rhône. On est soutenu par l'ADEME, par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par les collectivités locales. Et cette visite s'inscrit plus particulièrement dans une convention qu'on a avec la ville de Bron, la ville où tout se passe. Et je ne dis pas ça seulement parce que j'y habite. Mais en tout cas, voilà, on est content de démarrer cette visite par celle de la copropriété habitée entre voisins. J'en profite pour remercier nos intervenants du jour. Vous verrez, on a des petites photos sur une diapo suivante. Puisque c'est une visite qu'on avait déjà fait il y a à peu près 5 ans sur le terrain. Et un des intérêts de ces visios, c'est de pouvoir présenter, bénéficier du retour d'expérience au bout de quelques années. Normalement, vous avez tous eu la fiche de site dans le mail de confirmation où vous avez pu consulter les données techniques. Et en tout cas, on va représenter le projet. Donc voilà, les consignes du jour. Les micros, les caméras des participants sont coupés. Alors, les micros, c'est par défaut. Les caméras, c'est soit vous, soit moi qui pouvez gérer ça, qui pouvons gérer ça. Les questions sont à poser sur le chat. Donc, vous verrez que vous avez un onglet converser. On prendra les questions à la fin. Donc, j'essaierai d'agglomérer les questions. On n'arrivera peut-être pas à répondre à tout. Mais en tout cas, il ne faudra pas hésiter à contacter nos conseillers énergie pour aller plus loin. Et comme je l'ai dit, la session elle est enregistrée. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie d'ici 2-3 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil pour plus d'informations. Je présente donc les intervenants du jour. Donc les 2 premiers sont des copropriétaires de la copropriété habitée entre voisins. Nous avons donc Sandra, qui est non seulement copropriétaire, mais qui en plus travaille à Interaction Architecture. Nous avons Kevin. Et puis, au niveau du bureau d'études, nous avons Franck Janin d'Eliasol, qui a travaillé sur le projet et qui vous présentera, qui complétera sur les aspects techniques de ce qui a été mis en place. Et puis, un petit peu de retour d'usage en termes de consommation, voir un petit peu ce que ça a donné par rapport à ce qui était prévu. On peut passer sur la suivante. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est vrai que c'est une bonne question. Je vous expliquerai un peu qui est l'Espace Info Énergie. Je vous présenterai en 2 mots le dispositif EcoRénov, qui est un dispositif de financement de la rénovation énergétique performante sur la métropole. Même si ce projet-là était antérieur au dispositif EcoRénov et n'en a donc pas bénéficié. On vous présentera un film de la réalisatrice Sandra qui nous a fait séjour donc sur la réalisation version 2020, on abordera les aspects techniques et financiers du projet. On verra l'évolution du projet en images parce que c'est aussi très, très parlant. On fera un focus parce que l'habitat groupé, c'est important de développer le vivre ensemble. On aura quelques chiffres sur le retour d'expérience après 6 ans et on prendra donc vos questions-réponses. Mais n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête. Ça nous permettra d'avoir de la matière justement pour ne pas perdre de temps et aller directement sur les questions quand ça sera le moment à la fin de la présentation. Donc, on peut aller sur la suivante. Le dispositif Faire, c'est une marque qui a été mise en place par l'ADEME, donc qui vient renforcer les espaces info énergie. C'est un service d'intérêt général. Vous avez des espaces info énergie partout en France
C'est le seul service qui est gratuit, neutre et indépendant de tout fournisseur d'énergie et de matériaux et qui va fournir un conseil aux particuliers aussi bien technique qu'économique et qu'environnemental. Donc, les aspects économiques, notamment les aides que vous pouvez mobiliser. Et puis, évidemment, on parle économie d'énergie, mais c'est aussi dans un intérêt de limiter les consommations d'énergie et donc de limiter les gaz à effet de serre. Donc, d'où l'aspect environnemental que nos conseillers peuvent aborder. Vous pouvez les contacter, vous aurez sur une des dernières diapos leurs coordonnées. Donc, nous, on est localisé dans la gare des Brotteaux. Les collègues peuvent vous recevoir sur rendez-vous, même en cette période avec la sécurité nécessaire. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter en amont d'un projet. Ça permet parfois d'éviter de faire des mauvais choix et de le regretter ensuite. La diapo suivante, donc c'est le territoire, c'est le département du Rhône. Donc, vous avez le Grand Lyon, la métropole en gris, donc en bas à droite, qui est la partie couverte par la LEC. Tout le reste du territoire est couvert par les collègues de la LTE 69 qui ont aussi des permanences décentralisées sur un certain nombre de villes des autres territoires. Et comme j'ai vu que dans les inscrits du jour, il y avait des gens partout en France, de Marseille jusqu'à Lille, en passant, je crois, par le Québec et les États-Unis. Voilà, alors pour ce qui est de la France et des territoires d'outre-mer, il y a des espaces info énergie. Par contre, là, je ne vais pas me prononcer pour le Québec et les États-Unis. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à nos services. La suivante va nous donner quelques infos sur la plateforme EcoRénov. Donc, c'est un service de la métropole de Lyon qui vise à accompagner les projets d'éco-rénovation de l'habitat, qu'on soit en maison individuelle ou en copropriété. Et donc, la LEC est la porte d'entrée du dispositif. Donc, nos conseillers vous renseignent sur tout ce que vous pouvez faire pour bénéficier de ces aides et donc aller vers des rénovations globales, parce que c'est beaucoup plus performant de faire une rénovation globale que de faire des petits bouts par petits bouts. En quelques chiffres sur la suivante. Donc, on a depuis 2015 plus de 15 000 logements qui ont été financés. Ça représente pas loin de 300 millions d'euros de travaux, dont à peu près 40 millions ont déjà bénéficié de subventions. Au total, c'est plus de 10 000 logements privés financés, dont 1 378 ménages modestes. On a 121 copropriétés qui représentent pas loin de 10 000 logements. On a 253 maisons. On a pas loin de 5 500 logements sociaux financés. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est incitatif et qui peut être complété éventuellement par des aides communales, qui peut être complété par d'autres aides de Comcom sur d'autres territoires et qui peut être complété évidemment par les aides nationales que sont les crédits d'impôt et autres dispositifs qu'on va avoir au niveau national. L'idée étant de favoriser les projets globaux. Donc maintenant, je vais donner la parole à nos chers intervenants qui vont nous présenter l'historique du projet et qui vont nous présenter en quelques mots pourquoi ils ont souhaité aller sur ce type d'habitat groupé. Bonsoir à tous. J'espère que vous entendez bien. Ouais, au niveau du micro. Alors là, l'image bloque un peu de ton côté, mais vas-y. Okay. Bon, alors donc tout d'abord, on est trois familles. On est des anciens voisins et anciennes connaissances par rapport à la crèche. On a été un peu réunis avec nos enfants. Donc voilà, donc, première connaissance. Donc, on n'a pas de liaison familiale, mais voilà. Donc ce qui nous a réunis, c'est cette volonté de vouloir construire quelque part en même temps, je dirais. Et puis avec des valeurs partagées. Voilà, on avait envie de construire et d'habiter dans un lieu écologique. On avait envie pour nous, le vivre ensemble était un aspect assez fort. Ça nous parlait beaucoup. Et puis habitant à Lyon, on ne voulait pas spécialement s'isoler à la campagne. On voulait rester travailler dans la périphérie de Lyon. Donc, c'était aussi pour faire une économie d'échelle, on va dire, puisqu'il y a trois familles, le projet permet d'acheter quelque chose et d'avoir plus qu'un seul appartement. Je ne sais pas quelle idée, parce que c'en est pour toi. Oui, c'était un petit peu l'idée. Et après, c'est vrai que on a un petit peu cheminé dans nos recherches aussi de type
d'habitat groupé. Et puis au final, on s'était dit pourquoi pas quelque chose de plus petit qui soit réalisable plus rapidement. Donc, alors, au départ, on était 4 familles, hein, si jamais on voulait faire vraiment l'historique, tous des voisins quasiment. Et puis, bon, la vie faisait que certains avaient d'autres choix qui ont été faits. Et du coup, on s'est retrouvés à 3 familles. Et le projet a vu le jour en 2000, enfin, les premières discussions en 2012, je crois. Donc, ça allait assez vite parce qu'au final, on a aménagé en août 2014, donc 2 ans et demi après. Donc, nos recherches, c'est vrai que on a travaillé sur tous les axes en même temps, c'est-à-dire qu'on a fait avancer progressivement le cœur du projet, le vivre ensemble. Finalement, arriver à se projeter pour voir si on était sur les mêmes accords, pas seulement à travers les mots, mais dans le quotidien. Donc, on s'est fait des ateliers du quotidien, comment on veut vivre plus tard, donc construire le vivre ensemble. De même, ça c'était en premier temps, c'est vrai qu'on n'avait pas commencé la recherche ni quoi que ce soit. Parallèlement, on a regardé un petit peu notre budget chacun, donc qui était relativement équivalent. Donc du coup, les volontés de surface étaient à peu près les mêmes également. Et puis on a mis progressivement en place notre recherche de terrain, parce qu'on avait un peu cadré tous les en termes tous de les zone, critères. en termes de budget qu'on avait aussi. Volonté de rester à proximité des transports en commun. Et puis, je crois qu'on a finalement là où on habite maintenant, c'est le 4e terrain, logement qu'on a visité. Donc, encore une fois, c'est allé assez relativement vite. Tout ça en 6 mois, quoi. Oui, en 6 mois, on a démarré. 6 mois, on a trouvé le terrain, fait les ateliers, et calé tout ça. Donc, on a trouvé un pavillon des années 60. Je ne sais pas si on peut passer la photo, on va voir un petit peu l'évolution à Bron. Donc, on a trouvé un petit terrain à Bron, alors qui n'était pas vierge, hein, puisqu'il y avait on voit bien sur la première photo, c'était un habitat familial avec un logement en haut et puis des garages et puis pièces d'été en bas. Et puis voilà le projet, un petit peu l'évolution du projet et jusqu'à aujourd'hui. Donc on a fait des extensions en bois pour pouvoir y loger les 3 familles. Et donc voilà l'habitat aujourd'hui. Alors là, on voulait vous passer un petit film, mais c'est pas gagné. Il y a des chances que ce soit très saccadé. On va voir si on va au bout. Ici dans une copro. Dans une copro. Il y a combien de familles qui habitent là? 3. Wow, 3 familles. Alors 3 filles, vous êtes des sœurs? Non. Non? On a chacune une Ça se maison. voit un peu quand même. Hein. Ouais. Ok. Alors, comment est-ce qu'on rentre chez vous? Avancez, je vais fermer la porte. Je m'appelle Célia, j'ai 11 ans et j'habite ici et ma maison commence là. Je m'appelle Lise, j'ai 13 ans et j'habite ici. Et je suis avec mon frère qui a 10 ans. Non, 10 ans. Moi, c'est Emma, j'ai 10 ans, une sœur et j'habite ici. Ouais, super. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a? Je vois qu'il y a encore des portes dans le fond. Oui, c'est les communs. Ah, les communs. Alors, c'est quoi les communs? Ça appartient à tout le monde, c'est ça? C'est un endroit commun, enfin en gros, où il y a toutes les familles qui habitent, et elles peuvent y avoir accès. Tu peux nous ouvrir, qu'on ait un peu de lumière là? Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte alors? Il y a une chambre. Wow. Donc en gros, quand il y a des invités ou des amis, ils peuvent dormir ici. Et on a une petite étiquette normalement qu'on met devant la porte pour dire que pour éviter qu'il y ait des personnes qui rentrent. Manger. Ouais. Souvent, on
utilise pour stocker des choses, mais c'est pas grave. Ouais. Et il y a un frigo. Ah oui, on n'utilise que l'été quand il y a Il y a besoin. un congélateur. Il y a un congélateur. Yes. Et il y a une autre porte. Et vous venez souvent dans cette pièce? Ça dépend. Je ressemble le goûter souvent. Et quand on va sortir dehors par l'arrière, quand on va aller chercher notre trottinette le matin pour aller à l'école, on passe par Ouais. Et des fois, vous mangez ensemble ici? oui. Sans les parents? Ah, c'est pas mal ça. Ah, alors Emma, là, elle est devant une autre porte. Il y a une autre porte. Alors, Qu'est-ce qui est écrit sur cette porte? c'est une porte pour Les toilettes? Oui, les machines à laver. Et une machine à laver pour laver. Et il y a deux machines à laver, un WC, deux machines à laver. Wow, et toute la famille, toutes les Et familles aussi sont du papier servis. toilette. Ouais, tout le monde. Wow. Et là, on a fait le tour. On a fait le tour. Elle va au fond. Yes. Notre cabane. Enfin, Ah, bonjour Maxime. bonjour. Présenter la carte technique. Ah, Ici, il y a le ballon d'eau chaude oui. qui est relié au panneau solaire pour que ça chauffe. C'est pour les... Ici, il y a le descendeur quand il y a trop d'eau chaude dans le ballon, que ça n'explose pas. La ventilation double flux. Oui, c'est ça. Qui sert à garder. Mais. Parce que sinon. Ça permet de préchauffer l'air qui rentre de dehors. Et ben voilà. Merci Maxime. Bon, voilà, on a du mal à se rendre compte si vous avez eu le son. Ça saccadait un petit peu, mais c'était assez compréhensible. On précise qu'aucun enfant n'a été maltraité pendant le tournage. Bon, alors voilà. On voulait passer maintenant un petit peu aux aspects techniques. Je ne sais plus si c'est nous qui présentions. Rapidement, la maison initiale. Donc, on avait un rez-de-chaussée où les murs étaient en béton. Donc, on avait 30 cm de béton avec garage et pièces d'été. L'étage était en briques, par contre, avec une meilleure isolation. Et puis, la toiture, on avait une laine de verre qui était bien dégradée. Et puis, les tuiles également qui étaient très poreuses, qu'il a fallu changer. Voilà un petit peu les trois façades. Et voilà. Tu voulais que je parle de ce qui a été mis après, Sandra? Ouais. Tu m'entends? Sylvain, tu m'entends? Moi, je t'entends très bien. D'accord. Je crois qu'on avait dit que je présentais celle-ci, donc je vais le faire. Donc Franck Janin, bureau d'études Eliasol. Donc on est spécialisé en passif et en paille, donc dans des bâtiments très performants. J'aime bien le BTP, bois terre paille. On fait pas mal d'habitat participatif aussi, d'habitat coopératif groupé. Ça c'était le premier, donc c'est vieux déjà, 2013. J'ai plus tout en tête dans ce qu'on a fait. Et en plus, juste pour prendre un tout petit peu de recul, ça a quand même été un projet très compliqué parce que 3 familles et puis un existant plus des extensions. Donc déjà, on avait 2 réglementations, RT 2005 et RT 2012 pour la
RT 2005 pour la partie rénovée, RT 2012 pour la neuve, plus des séparations de logements qui avaient des parties anciennes et des parties neuves. On a fait des tas de variantes. Je me souviens de beaucoup de réunions et de beaucoup de réflexions. C'est toujours comme ça en habitat partagé. Et enfin, nous, c'est ce qu'on aime bien. Voilà. Alors, après, il y a eu des compromis, des solutions donc, qui sont différentes selon les morceaux. Donc, on voit qu'il y a eu des murs en ossature bois pour les extensions, bon, assez logique. Ouate de cellulose, fibre de bois, des toitures terrasses en polyuréthane. Et puis l'existant, je crois que pour des questions de coût, on était resté en polystyrène extérieur. Voilà, la toiture, bon, de la ouate et des trucs assez classiques maintenant. Mais enfin, il faut se rappeler qu'en 2013-2014, hein, les travaux, c'était déjà pas si simple de trouver tous ces matériaux. Voilà, maintenant, ça nous paraît plus qu'évident, enfin pour moi. Mais à l'époque, c'était quand même déjà, il fallait une volonté d'être à l'avant-garde pour sortir de la laine de verre et du polystyrène. Après, oui, je me souviens, c'était des menuiseries. Donc, bon, le triple avait été envisagé. Bon, c'était quand même pour des questions de budget. Puis à l'époque, encore difficile à trouver. Donc, c'était du 4-24, très faible émissivité, protection solaire, brise-soleil orientable. Donc, pour moi, le mieux. Après, donc la ventilation double flux, de mémoire, c'était une Zender, non? Oui. Ouais, Alors, Zender 200. et Voilà, donc qui sont individuels, hein. Déjà, le passage des tuyaux est quand même une complexité. Donc, on n'a pas trouvé d'intérêt à en mettre une grosse pour les 3 familles. Donc, bon, enfin, c'est sur des faibles nombres de logements, c'est en général le meilleur choix. Voilà. Et puis, les chauffages, je crois qu'on est sur du 3000 watts, 3000, 3500 watts par logement. Alors, c'est vrai que la compacité est pas parfaite, hein, mais bon, il fallait aussi regarder l'éclairage naturel et pas mal de choses. Donc, il y a beaucoup de compromis. Et donc, on a des puissances de chauffage un peu plus élevées que si on avait fait un gros cube. Néanmoins, je crois qu'il y a des poêles et des radiateurs électriques d'appoint, donc ça reste extrêmement simple. Si vous voulez ajouter quelque chose, je vais vous le relaisser la main pour ça. alors, juste sur quelques points sur les aspects financiers du projet. Donc, voilà, notre enveloppe, quand on a commencé à discuter, une des premières choses qu'on a mis sur la table, c'était combien on pouvait mettre. Et une de nos volontés, c'était de ne pas dépasser, de rester, on va dire, dans le prix moyen du mètre carré qu'on trouvait dans la région, sur du neuf. Donc, ça nous donnait une enveloppe globale d'environ 1 million et quelques. Et en cherchant, alors on a cherché des terrains nus au début, parce que avec le terrain juste nu, on aurait eu plus l'occasion de créer des choses comme on voulait. Ça n'a pas été le cas. Donc, effectivement, comme dit Franck, le fait d'avoir un existant, ça a rendu pas mal les choses complexes, parce que les liaisons entre l'existant et le neuf étaient compliquées. Toujours est-il qu'on a trouvé cette maison, donc elle coûtait 433 000 €, hors frais de notaire, etc. Donc, ça incluait le bâti et on a 1000 mètres carrés de terrain à peu près. Donc, en termes de coût de travaux, alors hors maîtrise d'œuvre, parce qu'il y a des frais supplémentaires, donc on est à peu près à 526 000 € en tout, donc ce qui représente un petit peu moins de 1 600 € le mètre carré. Alors, forcément, c'est tout inclus. On n'a pas mis les mêmes types de travaux dans les logements individuels que dans les communs aussi, hein, mais ça donne un coût moyen. Et alors, parmi les systèmes un peu spécifiques qu'on a mis en place, donc les VMC double flux coûtent à peu près un petit peu moins de 5 000 € hors taxe posée, d'accord, par système. Et il y a 1 300 € pour une VMC. Alors, c'est une simple flux, cette fois-ci, dans les communs. À cela se rajoutent, comme vous avez vu tout à l'heure, des panneaux solaires. Donc, on a pris des Wiesmann. Il y a 2 panneaux de 2,6 m
de 2,6 mètres carrés, je crois, en tout. Ce qui fait à peu près un petit peu plus de 5 000 € hors taxes posées aussi. Et alors, j'ai mis quelques items parce qu'après, c'est difficile de tout détricoter parce qu'il y a des choses. Enfin, là, j'ai mis vraiment que sur les parties rénovées. Donc, les menuiseries extérieures nous ont coûté en tout à peu près 30 000 €, hors taxe, encore une fois. Hein. Et l'isolation extérieure des parties rénovées, 26 000 €. Et après, à cela, on a bénéficié d'une aide de la région Rhône-Alpes à l'époque, qui était un appel à projet, les 1000 rénovations, qui nous a permis d'avoir une subvention de 11 250 €. Alors Kevin, je me permets juste de prendre une question parce que là, c'est en lien avec vraiment cette diapo-là. On nous demande si vous avez bénéficié de crédit d'impôt. En fait, le crédit d'impôt, c'est sur de l'ancien. Or là, il y a eu création de nouveaux… Alors, on a fait alors, les choses les menuiseries qui étaient vraiment dédiées à la rénovation, il n'y avait pas de souci. Là où c'était un peu plus compliqué, c'était pour les VMC, typiquement. On va le voir un petit peu après. Il y a un logement où c'est de la pure rénovation et il y a 2 logements où il y a une partie en réno, une partie en extension neuve. Donc, on a pris le parti de se dire, en fait, c'est ce que les impôts nous ont conseillé, de mettre un prorata au pourcentage de la superficie. Donc, même chose pour les panneaux solaires aussi, par exemple. D'accord, donc il y a eu un peu de crédit d'impôt quand même en plus de ce qui apparaît là. Mais je ne l'ai pas fait apparaître ici. Ok. Ensuite, on passe à quelques photos, histoire d'illustrer un petit peu le temps du chantier. Donc là, voilà, c'est les existants avec le garage, qui aujourd'hui sont nos logements à Kevin et à moi, donc côté est et ouest. En gros, on a un logement qui est resté tout à l'étage. Donc, on a une famille qui vit à l'étage. Et puis après, les 2 autres logements vivent en fait sur les 2 boîtes sur le côté. C'est ça, sur les 2 boîtes de côté. Et puis, on a grignoté un peu de l'existant du rez-de-chaussée. Donc, les seuls travaux qu'on a fait… Oui, c'est les seuls travaux. On n'était pas en capacité de travailler. L'enfant était encore petit, donc c'était encore travail. Disons qu'on a privilégié le côté vie de famille et voilà, c'est un choix aussi. Et chaque habitat groupé a son identité propre. Le nôtre était celui-ci, on travaillait et puis on a préféré laisser… On a fait que de la démolition. Voilà. Voilà, photo des fondations des existants. Donc c'était de l'ossature bois, donc voilà, semelle filante, montage des murs, montage des fondations là. Coulage de l'avant, coulage de dalle. Les ossatures bois qui sont arrivées très vite, en une journée, 2 journées, oui, tout était là. Très impressionnant. C'est vrai que ça a fait, ça nous a permis de voir la prise de vie de l'habitat et c'était très rapide. En un week-end, on venait tous les week-ends et là, le week-end d'après, il y avait… Et puis, on peut voir aussi la grosse ouverture qu'on a donnée à l'étage de l'existant. Parce que l'idée, c'était aussi d'être équivalent en ensoleillement et puis sur tout le reste. Donc, a été décidé de faire une énorme ouverture et des belles reprises en sous-œuvre sur la façade sud. Donc, ce que vous voyez là, l'image du haut, c'est la façade sud. Donc, on a privilégié un maximum d'ensoleillement pour l'hiver pour chauffer. Là, l'idée, c'était aussi un petit peu la phrase type qu'on a retenue, c'était vraiment se serrer les uns contre les autres et se tenir chaud et s'ouvrir au sud. C'est vrai qu'avec on avait étudié plusieurs possibilités avec les architectes qui nous suivaient, parce que moi, l'idée, c'était de ne pas avoir la double casquette. Donc, elles avaient aussi étudié comment on pouvait se positionner avec des bâtiments sur le terrain. Et on se rend compte qu'économiquement et thermiquement, il fallait partir sur ce scénario-là. Oui. Donc, on peut voir là sur la photo en bas à gauche la terrasse, là, enfin, le toit terrasse de nos rez-de-chaussée, de nos parties qui sont qu'en rez de jardin. Le toit terrasse sert en fait de terrasse, de grande terrasse à l'étage, à la 3e famille qui est à l'étage. Donc là, ça a été des détails techniques très chauds à régler. Oui, par exemple, le fait que le seuil, là, il était très bas. Voilà. Parce que le rez-de-chaussée avait que 2,10 m de hauteur sous plafond. Donc, Et puis, du coup, les extensions, on les a fait à 2,50 m quand même. Donc, voilà, il y avait un décalage. Donc, sur leur terrasse, ils ont quelques marches à monter avant d'accéder aux autres parties de terrasse qui sont sur les extensions.
Alors pour l'anecdote, puisque moi j'habite la rue derrière et c'est sur cette phase-là, sur cette photo que je suis tombé en arrêt devant le projet. Je me suis dit, voilà, mais ça m'intéresse. Et puis je l'ai retrouvé quelques mois après dans les demandes d'aide à la région. Et voilà, je me disais, là, il y a quelque chose qui me parle quand j'ai vu l'ossature bois. Si on peut juste revenir, juste dire un mot sur l'ossature bois, parce qu'on a une question là-dessus et qu'on peut la traiter à la volée, c'est juste le nom de la société à qui vous avez fait appel pour l'ossature bois. Ça doit être c'est peut-être sur la fiche de site. Pas sûr, ouais, c'est Favra, donc F-A-V-R. Alors, on a eu on a eu de la chance aussi parce que dans le projet, dans les 3 familles, il y a une famille qui était très liée au bâtiment, à la construction. Donc Sandra qui est architecte et puis Olivier qui est ingénieur de travaux. Donc il nous a ouvert sans problème son carnet d'entreprise, ce qui nous a beaucoup aidé aussi, il faut le dire. Alors, comme ça a coupé un tout petit peu au moment où tu épelais l'entreprise, j'ai compris Favra, c'est ça? Oui. F-A-V-R-A. T. Avec un T. Avec un T à la fin. Et ils sont sur quel secteur? Ils travaillent notamment sur Lyon, mais ils balayent assez large, c'est une grosse entreprise. Hein, D'accord. Voilà. Donc, encore quelques photos des travaux. On voit, effectivement, il y a quelque chose que, en tout cas moi, en tant que non-expert dans la construction, je n'avais pas du tout envisagé. C'est le fait de mettre de la double flux a fait passer beaucoup de tuyaux. Mais bon, c'est utile. Hein. Et vous voyez là sur la photo de gauche tous les tuyaux qui passent, parce que je pense que c'est chez moi ça. Oui, ça y ressemble. Oui, et tous les tuyaux qui arrivent pour être reliés au moteur, justement, à l'échangeur thermique. Donc après, à droite, c'est les plaques de placo. Et une photo de fini. Voilà, une dernière photo, histoire que vous ayez une autre vision du projet terminé. Voilà. Donc on a beaucoup travaillé les espaces et puis chaque logement est vraiment différent. Voilà, ce qui fait la richesse, quoi, c'est que on a travaillé bien les individualités et nos modes de vie. Alors, un petit point sur les aspects du vivre ensemble, parce que finalement, c'est essentiel dans un projet comme celui-ci. Si on arrivait à le mener à bout, c'est justement, s'il a vu le jour, c'est grâce justement à cette grande attention au collectif. Donc là, c'est une petite diapo qui illustre sur quoi on a travaillé justement pour arriver jusqu'ici et puis pour perdurer surtout, voilà, de la construction et puis faire toujours cette attention à la pérennité du lieu et qu'on puisse continuer à avoir des bonnes relations. Donc ça, c'est essentiel. Je vais dire la partie foncière, c'est la colonne vertébrale d'un projet. Un projet comme celui-ci, je dirais que le vivre ensemble, c'est vraiment le cœur. Donc, comme le cœur, il faut le faire, comme le sang, il faut que ça circule tout le temps. Donc, il faut tout le temps réinjecter de l'énergie de l'énergie positive pour que ça perdure. Donc, il y a trois points sur lesquels on peut, pour synthétiser tout ça, c'est le travail qu'on a fait sur le pourquoi. C'est-à-dire là, c'est vraiment le fond avant la forme. Donc, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début du projet, on a vraiment travaillé la raison d'être du projet, nos visions, les visions communes, notre idéal de vie, et puis voir si on se rejoignait vraiment. On a construit notre vivre ensemble de demain, comment on vivrait au quotidien sur tous les aspects, quand on est dehors, comment ça se passe quand on veut faire un barbecue, mais vraiment sur des concrets, où c'est qu'on met les chaussures, où c'est qu'on met la voiture. Tout ça, ça permet de vraiment tisser les liens et puis avoir une vision commune. Donc ça, on a à travers les ateliers. Donc la toute petite photo, à gauche, c'est les résultats de nos ateliers qu'on avait fait à l'époque sur de grandes affiches. Voilà, on a passé des belles soirées ensemble. On arrivait à garder les enfants par talkie-walkie. Enfin, bon, c'était assez épique. Je vois que la connexion coupe. Est-ce que vous nous entendez bien? Voilà, je reprends. Donc ensuite, le deuxième point, c'est la confiance. Prévenir plutôt que guérir. C'est vraiment, on a travaillé alors après coup sur le système de gestion de conflit. Ça, c'est un outil qui est assez génial. En fait, c'est vraiment aller chercher nos réactions quand il y a des difficultés. Comment on est chacun les uns les autres par rapport s'il y a des soucis en fait dans la copro. Et puis on a un petit peu mis au point ce qu'on appelle un système de gestion de conflit en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, quelle est la procédure à suivre quand il y a un hic ou il y a un
cailloux ou un cheveu dans la soupe, comme on dirait. Donc voilà, ça a été quelque chose d'assez riche et qui est toujours ici. Donc jusqu'à présent, on ne l'a pas vraiment utilisé, mais en tout cas, on sait que si un jour il y a un couac, voilà, on sait comment on s'y prend. C'est quelque chose qui pouvait même presque se faire en amont. À l'époque, on ne connaissait pas cet outil, mais c'est quelque chose qui est assez génial voilà, pour caler un petit peu le savoir-vivre aussi de chacun et se mettre en accord et se dire, voilà, si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'était le deuxième point. Et puis, le troisième point, c'est le soin au lien collectif. Donc, l'importance d'alimenter le collectif pour qu'il dure. Donc là, c'est à la fois on a à la fois régulièrement des temps formels à travers des réunions où on discute des choses collectives. Hein, si on a des achats à faire, s'il y a des choses à régler, s'il y a des choses qui se passent mal. Voilà, pareil avec les enfants. Voilà, réunion copro. Les enfants connaissent bien ça et ils en demandent même juste à en faire entre eux. Bon, voilà, progressivement, ils grandissent, ils demandent de plus en plus. Et puis les temps informels et festifs, donc on s'organise des week-ends, moins un week-end par an, où on part, voilà, la petite photo, on s'était fait 3 jours de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'autres temps informels qu'on a vécu dernièrement, c'est la période du Covid, parce qu'on l'a vécu confiné à 12 en gros. Voilà, et c'était très chouette parce que l'entraide et la mutualisation nous a beaucoup allégé tout ce passage un peu difficile. Donc voilà un petit peu les 3 points importants du vivre ensemble. Alors peut-être pour faire un petit retour sur quelques chiffres, hein, parce que c'est vrai que la partie éco-rénovation, enfin basse consommation était assez présente pour nous dans le projet. Donc ce que vous avez là, c'est alors une estimation c'est un relevé des consommations 2019 pour les 3 logements. En vert, c'est les calculs que Franck avait fait en fonction du taux d'ensoleillement, de la taille des logements, etc., la localisation des logements. Et puis, par exemple, pour le logement 1, alors j'ai mis que les parties chauffage et eau chaude sanitaire, sanitaire, parce que c'est ce qu'on a sur nos relevés de compteur. Le reste est un peu dilué, on a du mal à faire la distinction. Donc, et c'est des chiffres qui sont donnés en kilowatts énergie primaire. Donc, pour rentrer dans le cas de la RT, il fallait calculer en énergie primaire. Alors, donc, dans le logement 1, c'est assez conforme au final à ce que Franck avait calculé parce qu'on n'a pas bougé par rapport aux prévisions. C'est-à-dire que nous, dans les calculs, Franck avait mis du chauffage électrique, on est toujours en chauffage électrique et on a toujours nos panneaux solaires, donc ça marche à peu près. Un élément qui est assez intéressant aussi, c'est souvent on se pose la question de combien on consomme en eau chaude sanitaire chauffage par rapport à nos autres consommations. Alors nous, la cuisson est au gaz, mais le gaz est en bonbonne, donc on n'a pas de plaque chauffante électrique ou induction, mais on a des fours pour autant. Et chez nous, c'est assez équilibré. Enfin, chez nous, le logement, c'est chez moi. Donc, on a à peu près moitié-moitié en consommation chauffage et eau chaude et moitié pour le reste. Et après, ça dépend des modes de vie aussi. Donc, le logement 2, alors le logement 2, c'est celui qui est au premier étage, donc la partie rénovée. Alors, petit changement chez eux parce qu'ils sont passés en poêle à granulés. Donc, ce qui explique qu'en termes de chauffage, ils sont nettement moins que ce que Franck avait estimé. Et en termes d'eau chaude aussi, ils sont nettement moins que ce que Franck avait estimé. Mais je vous rassure, c'est nos champions de la consommation d'eau. Je crois qu'ils sont à peu près à 6 ou 7 fois moins que la moyenne nationale en termes de consommation d'eau. Ce qui explique que l'eau chaude sanitaire aussi fait partie. Par contre, ils ont une climatisation parce qu'étant au premier étage, en été, il fait relativement chaud. On a beaucoup d'apports solaires l'hiver, ce qui est bien, mais l'été, on a beau mettre orienter les BSO. Chez eux, il fait à peu près 30 degrés si jamais ils ne font rien, même en descendant les BSO. Donc, ils ont mis une climatisation. On est bien d'accord, Kevin, que leur poêle à granulés ne participe pas à l'eau chaude sanitaire? Non, c'est que le chauffage. D'accord, merci. Et j'avais une question, c'était pas pertinent de passer par de l'aérothermie, sachant qu'ils étaient complètement à l'étage et que l'aérothermie peut permettre vraiment de rafraîchir, je crois, 3-4 degrés en pleine nuit.
Je sais que c'est une technologie qui est très peu utilisée en général, mais ce sont des panneaux aérothermiques qui permettent d'aller récupérer la chaleur et de la renvoyer directement dans le bâtiment. Et sachant que ce sont des logements où il n'y a pas de comble, a priori, d'après ce que j'ai compris, la chaleur pouvait être directement réinjectée en fait dans le bâtiment en hiver et l'été, ça aurait pu rafraîchir un peu pendant la nuit. On laisse répondre Franck, ouais. Je sais pas. Alors, on a des VMC double flux et je sais que l'été, ils switchent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échangeurs. Franck, tu voulais parler? Disons que la difficulté, de toute façon, va être à l'étage, en étant sous les toits. La double flux, oui, elle bypass la nuit, mais elle récupère la fraîcheur en été, donc il y a ça. Maintenant, il n'y a pas effectivement de puits canadien ou de rafraîchissement supplémentaire. Il y a quelqu'un qui posait la question que le polystyrène ne déphase pas. Je dirais que nous, on s'en fout du déphasage. Ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, la capacité thermique interne, oui. Disons qu'ils ont aussi beaucoup de vitrage, donc c'est ça probablement qui le rend délicat. Et la deuxième chose, c'est comme on a réisolé par l'extérieur, ils ont ils ne se rendent pas forcément compte que ça chauffe au début. Voilà. Et quand on s'en rend compte, ça devient pénible puisque les murs sont chauds, donc on a un rayonnement chaud. Et c'est assez compliqué à inverser. Voilà. Donc, quand on a ces cas, il faudrait effectivement être très, très strict sur ne pas laisser chauffer la maison. Plus il y a d'inertie finalement et de masse intérieure, plus il faut anticiper les comportements. Voilà. Alors, ça peut avoir des avantages, mais ça peut aussi avoir des inconvénients. Si on anticipe bien, c'est bon. Si on n'anticipe pas assez, au contraire, ça se retourne contre nous. Pour finir sur ce que disait Kevin sur les consommations, avec la réglementation thermique, on n'a pas trop le choix sur les consos d'eau chaude. Il y a beaucoup de choses qui sont par défaut ou qui sont des scénarios imposés. Donc, on n'a pas toute liberté pour essayer de coller aux consommations qui seront probables. Voilà. Et surtout sur l'eau chaude. Voilà, on n'a pas la main sur ces paramètres. Et du coup, Kevin, tu reprends la main sur le troisième logement? Alors, le troisième logement, mais c'est vrai que bon, c'est chez Sandra, mais. Il y a un canard. Ou Sandra, d'ailleurs. Si c'est chez toi, tu peux. Non, mais c'est vrai qu'après, en regardant, nous, on avait fait en sorte de rester vraiment à 18-19, même l'hiver, ce qui impose des pulls l'hiver. Hein. Et je pense que chez vous, c'est plutôt 21. Et vraiment, ça se sent hein, quand on vient chez eux, on est mieux, il faut l'avouer. Mais effectivement, ça implique une consommation assez importante. Moi, j'avoue, retour expérience, j'ai beaucoup de mal à contrôler les radiateurs que mon fils met à fond tous les matins pour se chauffer quand il se lève. Et puis, il suffit que je sois partie et que ça continue à chauffer la journée. Et voilà, cette régulation est compliquée. Et là-dessus, c'est sûr que on peut, voilà, à part qu'il apprenne progressivement à plus chauffer sur le radiateur le matin. Enfin, être à 4000 kWh d'énergie primaire avec beaucoup d'électrique, c'est être à 1500 ou 2000 kWh au total. En énergie finale, et ce qu'on paye, c'est 300 € par an, c'est 24 € par mois. Hein, donc, on est sur de toute façon des consos très faibles. Ensuite, justement, plus elles sont faibles, plus elles dépendent du comportement, des apports internes qu'on a, d'oubli. Voilà, mais ça reste, pour moi, très faible, donc très bon. Oui, c'est bien de le préciser, Franck. Ouais. Donc, il y a des maisons, on est à 20 000 kWh. Bon, là, on se bat pour dire oui, on est à 3000, 3005. Là, il y a eu des erreurs, on est à 4005. Et en plus, là, attention, on est en énergie primaire, donc en électrique. Il faudrait tout diviser par 2,5. Donc, et on s'aperçoit de toute façon que le reste des consommations, les ordinateurs, le frigo,
les lumières, la plaque de cuisson dépasse au chaud des chauffages. Donc, de toute façon, après, ça sert plus, enfin, c'est moins utile de baisser encore le chauffage. Voilà. Et est-ce que Sandra, tu travailles de chez toi, ce qui pourrait aussi peut-être expliquer une partie du truc? Pas vraiment, parce que Lily, Chez nous, oui, il y a ouais, quelqu'un qui est c'est au quasiment à la maison. quotidien. Moi, je suis à moitié, en fait. Donc, bon, voilà. Non, mais en termes de consommation autre, que quand c'est enfin, ceux qui consomment le plus, c'est probablement nous, chez nous, oui. Et qui s'explique par le fait que ma femme travaille à domicile plus de la moitié du temps. Donc, consommation d'électricité, ordinateur, etc. Ouais, mais c'est important effectivement de le prendre en compte. Mm. Non, mais après, comme disait Franck, nous, nos factures d'électricité, abonnement inclus, c'est moins de 60 € par mois. Donc, Il doit y avoir une bonne partie d'abonnement. voilà. L'abonnement devient non négligeable sur des petites factures. Hein, Donc, voilà, je ne sais pas, Franck, si tu as d'autres choses à dire ou si on a fait. Non, ben pour moi, pour les difficultés qu'il y avait, hein, des ponts thermiques qui étaient difficilement comment dire, traitables, on aurait eu de la difficulté à traiter, les tas de contraintes qu'il y avait, effectivement, il fallait garder des terrasses, il fallait éviter les vis-à-vis, garder des vues. Donc, moi, je sais pas, j'ai vu que le travail de l'architecte, moi, je l'ai trouvé bon. Et que finalement, vous arrivez à quelque chose qui utilise bien le terrain et l'existant. Hein. Vous n'aviez pas toute liberté en largeur. On a des masques aussi sur les côtés. Donc, oui, la performance n'est pas passive, mais vu le budget, vu les contraintes, moi, je trouve que ouais, vous avez atteint un beau résultat. Voilà. Et je dirais que nous, quand on accompagne des habitats groupés. Ça, c'était le premier d'ailleurs. Maintenant, on en a plus de la moitié qui vont au bout et on en a aussi qui s'arrêtent. Et souvent, on arrive un peu à le sentir. C'est vraiment la gouvernance et la gestion des conflits qui fait la différence, quoi. Et là, je n'ai pas de mémoire qu'on ait eu avec l'architecte, le thermicien et toute l'équipe des problèmes importants. Voilà, il y avait des discussions, certes, il y en a eu beaucoup, mais toujours avec une coopération. Et donc, celui-ci est allé au bout. On en a fait d'autres aussi qui étaient exemplaires, celui de Chamarel, où on a participé à Ecoravi. Donc, moi, je me souviens d'un projet qui, au final, optimise bien. Et certes, il y avait des choses perfectibles. Hein. Il y en a qui ont posé la question du polystyrène ou autre. Oui, la vie, c'est des compromis. La vie, c'est des compromis. Et moi, j'ai pas honte de ce compromis. Et quant au déphasage, pour moi, j'ai pas le temps peut-être de tout détailler, mais le déphasage est une notion bioclimatique des années 80-90. À laquelle il faut plus trop faire attention. Une fois qu'on a isolé beaucoup là on a un R de, je sais plus, 8 sur les murs de l'étage. S'il nous reste 100 mètres carrés de mur avec un U de 0,1, il passe 50 ou 100 watts par les murs. Déphaser un flux de 100 watts n'a pas d'intérêt quand par les vitres en double vitrage, vous récupérez 400 watts qui ne sont pas déphasés. Le vitrage ne déphasera jamais. Donc, des fois, il faut garder une vue d'ensemble du projet et pas se battre sur un déphasage qui va vous faire varier de 1% votre confort d'été quand autre chose va le faire varier de 10 ou de 50%. Vous voyez, les stores, le facteur solaire ont de l'importance, la quantité de vitrage, la masse qu'on a dedans. Mais pour moi, le déphasage, peut-être que je me trompe, mais c'est zéro sur des murs très isolés. Voilà. Et ça n'a d'intérêt que sur un mur empisé non isolé, effectivement, ça a de l'importance. Et dans ce cas-là, le déphasage est très, très fort. Enfin, voilà, je ne vais peut-être pas m'étendre sur la technique, il n'y a pas que ça. Non, mais c'est bien de le préciser quand même.
Ah bon. Et du coup, alors la diapo suivante, je ne sais plus ce qu'on avait mis. Alors, il y avait une petite sur l'étanchéité à l'air. Effectivement, on était meilleur. Enfin, il y avait eu l'ambition d'être meilleur que la réglementation et d'avoir un Q4 à 0,2 de mémoire. Je me souviens pas si j'étais là le jour du test et les valeurs que vous avez obtenues, mais ça a été une préoccupation. Oui, c'était dans le cahier de charge, enfin dans le Ouais. cahier. Donc 2 à 3 fois meilleur, donc presque au niveau du passif. Voilà. Ouais, je dirais qu'en conclusion, c'est vrai que voilà, au tout début, je me rappelle, on était allé voir avec Kevin Laille, on est allé rencontrer justement pour les aides, donc il nous avait déjà bien aiguillé. Et puis après, voilà, le fait d'avoir eu Franck, c'était vraiment très important pour déjouer, se dire voilà quel choix à la fois d'enveloppe et puis l'enveloppe plus les équipements, comment est-ce qu'on goupille tout ça, c'était très compliqué. Et je pense que même pour une maison basique, voilà, avoir quelqu'un qui amène toutes ces techniques-là et ces comparatifs par rapport aussi à nos façons de vivre, pour moi, c'est essentiel pour faire un projet qui soit cohérent. Oui, Franck avait testé toutes les solutions de VMC. On a fait de la double flux, simple flux hydro. Du coup, en prenant ce qu'on gagnait en termes d'enveloppe, en essayant de réinjecter ailleurs, on a essayé de tourner tout ça et puis finalement, on est sorti avec ce qu'on a maintenant. Et je dirais qu'effectivement, la technique, bon, c'est une chose, mais nous, ce qu'on aime bien, c'est d'abord, on est allé visiter l'existant et on va même visiter des terrains. Et puis après, on est allé chez vous pour discuter, se voir pour se comprendre. Comment dire? Moi, je ne vais pas conseiller la même chose à un couple de personnes âgées, à des jeunes qui seront pas là, à des familles nombreuses, et puis il y a des gens qui craignent le froid et des gens qui aiment le froid. Donc, cette partie de compréhension, d'écoute, elle est plutôt niée maintenant. On vous dit il faut faire des calculs RT 2012 et les gens s'abritent derrière les calculs. Il n'y a pas que les calculs. Des fois, il vaut peut-être mieux des fois s'éloigner un petit peu du calcul et reprendre la vue d'ensemble et comment on va vivre dedans. Donc moi, ce que j'ai essayé, visiblement, ça a à peu près marché, c'est de les conseiller sur des choses qui soient cohérentes avec leur désir et leur façon de fonctionner. Voilà. C'est vrai Voilà que c'est important de dire qu'un bâtiment, il y a des gens qui vivent dedans et que voilà, parfois certains écarts de consommation peuvent être liés aux gens. Il faut parfois s'adapter aux gens. Il y en a qui travaillent chez eux, il y en a qui sont à l'extérieur, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Donc voilà, c'est aussi adapter les projets aux usagers, aux utilisateurs. Et malheureusement, la réglementation, elle ne tient pas du tout compte de ça. Hein. Enfin, pour moi, je vois plutôt la réglementation comme un garde-fou. On n'a pas le droit de faire pire. Voilà. Donc, faisons quelque chose de cohérent et on sera forcément meilleur que la réglementation. Comme je dis, moi, c'est vrai qu'en tant qu'architecte, aujourd'hui, j'accompagne aussi des projets d'habitat groupé, des projets de maisons individuelles. Pour moi, ce qui reste au cœur d'un projet, c'est l'humain, c'est comment on vit. Et ensuite, seulement une fois que tout est bien défini, tout est bien étudié sur comment on veut vivre, là, on va chercher les réponses techniques et puis économiques et tout le reste, quoi. Mais si on ne met pas ça au cœur d'un projet et qu'on veut tout de suite mettre la technique et la forme, finalement, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Donc, moi, c'est un peu mon maître mot dans mon travail d'architecte, c'est vraiment ça, quoi. C'est voilà, l'humain et le cœur du vivant, le cœur du projet. Alors du coup, je ne sais pas si c'était les questions, c'est la diapo suivante. Si, Et ça tombe bien. Du coup, on en a quelques-unes qui n'ont peut-être pas répondu à la volée. On a Jérôme qui nous demande comment avez-vous organisé cela avec les voisins? J'imagine que les 3 familles ne vivaient pas dans la maison au début du projet. Alors du coup, je ne sais pas s'il entend voisins ou cohabitants, mais du coup, c'est peut-être bien de parler des voisins. Est-ce qu'on vous a vu arriver comme des hippies comment ça s'est passé sur ce côté-là et puis aussi, je peux peut-être rajouter un truc, mais moi je me pose aussi la question, comment vous avez choisi qui allait dans quel logement? Est-ce que ça s'est fait à la courte paille? Est-ce que ça s'est fait au bras de fer? Comment vous avez géré le truc? Alors pour la deuxième, laquelle, moi je veux bien. Alors comment est-ce qu'on a choisi qui habitait où? Alors on a
logement, à peu près équivalent, mais pas exactement. Donc, il y avait une famille qui voulait vraiment 100 mètres carrés. Et du coup, le plateau au premier étage faisait 100 mètres carrés. Donc, et les deux autres familles, nous, on voulait un petit peu moins. Et du coup, c'était cohérent que la troisième famille aille à l'étage. Et il y a pas eu. C'est vrai qu'ils avaient aussi envie d'être à l'étage. Bizarrement, les choses se sont vraiment réglées comme du papier à musique, quoi. Ça a coulé. Et puis, effectivement, entre nous, nos deux familles, on s'est posé la question qui allait à gauche, qui allait à l'ouest, qui allait à l'est. Soleil du matin, soleil du soir, quoi. Et c'était plus le travail de comment est-ce qu'on se voyait rentrer chez nous, comment est-ce qu'on voyait nos espaces. Et les espaces, la surface disponible des deux côtés n'était pas la même. Donc, ça a orienté le choix de qui allait. Et puis moi, j'ai le souvenir que moi, le soleil du matin, voilà, c'est essentiel. Enfin, si j'en ai un à prioriser, c'est le matin. Et nous, ça ne nous posait pas de problème. Voilà. Et puis, alors, l'idée du voisinage aux alentours, bah, ça a été assez… au début, quand on a visité avec l'agent immobilier, on a vite vu qu'on avait une maison très proche et qui était orientée plein ouest, c'est-à-dire qui avait toutes ses ouvertures de notre côté. Et donc là, on s'est dit, oh, ça va être compliqué avec le voisinage. Et donc, on est vite allé les voir avec l'agent immobilier qui, eux, leur a vendu un truc en disant, ben voilà, soit c'est 3 familles, soit vous avez un constructeur qui vient vous faire 4-5 maisons quoi, sur le terrain. Donc bon, ça a aidé la discussion. Après, ça a été très compliqué, c'est-à-dire qu'on leur a présenté le projet, on y est vraiment allé en s'ouvrant, en disant, voilà, pour nous, le voisinage est important, donc on vient vous voir. Et ce qui a été très dur pour eux, c'est de voir qu'on arrive en limite de propriété, les extensions bois. Là, ça leur a fait mal parce que et voilà, ils ont eu ce sentiment de perdre de la valeur sur leurs biens. Et du coup, les relations se sont pas mal tendues. Et voilà, on a fait au mieux pour que ça se passe bien, mais bon, voilà. Je vais vous montrer une photo. C'était après les photos. Ouais. Et sinon, en face, voilà, tout le reste, on a été bien accueillis. Alors, il faut dire à notre gauche, donc à l'ouest, ouais. On a une caserne de gendarmes. Donc, logement de fonction de la gendarmerie. Ouais. Et puis en face, on a eu la nourrice qui a gardé nos enfants pendant quelques temps et c'était assez super relationnel, très bien. Et c'est vrai qu'on est venu, on avait les petits, dans l'avenue, ils font la fête des voisins régulièrement et c'est assez, je trouve. Oui. Et on a eu le petit papier en mai, on avait acheté en 2013, je crois, on a eu le petit papier, on est venu du coup faire la fête des voisins avec eux et ça nous a permis de nous présenter et de dire un petit peu le projet. Donc c'est vrai que ça suscite pas mal de regards, de curiosité. Les gens, quand les gens marchent, comme Sylvain, et quand ils passent devant, souvent ils s'arrêtent, ils demandent qu'est-ce que c'est. C'est pas ce château, quoi. C'est vrai que ça fait assez grand, pas château, mais au niveau de la taille. Mais bon, on est 3 familles dedans et au final, on est tous à 95 mètres carrés pour maximum de. Voilà, plus les communs. Voilà. Merci bien. Peut-être une question technique pour Franck. On nous demande comment faire passer une VMC double flux en rénovation. Déjà, au rez-de-chaussée, ça n'aurait pas été possible. Sur la partie ancienne, il n'y avait déjà que 2,10 ou 2,5 de hauteur sous plafond. Donc, c'est ce qui a été réservé aux communs. En général, on essaye de passer les gaines au plafond du couloir, voilà, en surbaissant le plafond du couloir de 20 cm. Nous, on n'utilise en général que des VMC type passif de bonne qualité avec des gaines semi-rigides. Donc, ça fait plus de gaines, mais les gaines sont moins grosses, donc des tuyaux de 80-90 mm. Là, nous, dans nos deux logements, on a des gaines qui passent dans les communs qui étaient initialement à 2,10. Donc, effectivement, on a des espaces où le plafond est à 1,97 m, je pense. Et le choix qu'on a fait, nous, c'est de mettre des salles de bain, des toilettes, des petits couloirs dedans, nos cuisines. Il y a eu un gros travail sur les aménagements des plans, ouais. Les pièces de vie sont vraiment à 2,50 et les pièces qu'on appelle servantes sont plus basses.
D'accord, donc il fallait mieux pas être basketteur pour venir habiter chez vous, en tout cas. Et aussi, également, la famille qui est à l'étage, c'est les plus grands. Et voilà, nous, les petits, on est restés en bas. Mais donc oui, c'est toujours une difficulté de passer les gaines, ça c'est évident. Ouais. Alors, on nous pose une question, Nicolas nous demande, tu as parlé tout à l'heure d'un outil de gestion des échanges et d'anticipation de la gestion des conflits. Donc, est-ce que tu peux rappeler le nom de cette méthode? Bah, c'est basé sur les cercles restauratifs. La sociocratie, non, ça c'est pour nos réunions. Oui. La sociocratie, c'est plutôt sur la base des cercles restauratifs. Ouais, Après qu'on a adapté un petit peu notre sauce, hein, on n'a pas tout pris, on est quand même petit, donc il y a des choses qui peuvent se régler sans forcément provoquer. À chaque fois un cercle restauratif. Donc, mais vraiment, c'est sur ce système-là. Restauratif, c'est comme le restaurant. En fait, c'est restaurer le lien quand il a été coupé. C'est quelque chose qui a été développé à la base par Dominique Barter. Au Brésil. Donc bon, voilà. Et c'est sur cette base-là, on va dire, d'écoute et de. Il y a tout un système à avoir quand il y a vraiment un lien qui est rompu ou il y a une difficulté pour revenir en fait au cœur de chacun, ce qui a été blessé en chacun et se rejoindre en fait sur les valeurs humaines plus. Alors, on nous demande aussi qui est l'architecte de ce projet. C'est peut-être dans la fiche de site, me semble-t-il. Ah, on vous a Il y en a eu 3. Oui. Il y a eu les premiers archis qui étaient des amis à moi qui s'appelaient Murmure de la Terre. Moi, comme je voulais pas avoir la double casquette habitante et architecte, donc je suis allée les chercher. Donc, elles nous ont accompagnés jusqu'au permis de construire. Moi, j'ai beaucoup travaillé au moment des ateliers, en amont, sur la faisabilité du projet et puis après, sur les aménagements intérieurs réglés dans les moindres détails. Et puis après, on est passé à un autre architecte Pour la réalisation. Ce qui s'appelle Michel Mazan, qui vient un peu de loin, qui vient de Grenoble. Voilà. Donc, complexité, on a complexifié aussi là au niveau de la maîtrise d'œuvre. D'accord. Je ne sais pas s'il y a une ou deux dernières questions. Là, on a fait à peu près le tour. Il y avait le traitement de l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, oui. De mémoire, c'est des membranes sur la partie neuve, l'ossature bois, et puis c'était l'enduit ciment qui a été vérifié ou repris, non, avant de mettre le polystyrène sur l'extérieur. Mais Sandra, tu te souviens peut-être mieux que moi. Non. Non. Je me rappelle plus sur quoi on est. Non, je me rappelle plus. Donc, on a globalement fait à peu près le tour des questions et puis on est au niveau du format, on a fait 1 heure. Donc, juridique. Il y a une petite question sur la forme juridique. Oui, alors oui. On avait réfléchi à soit une SCI, soit une copro. Et au final, on s'était dit, ça faisait partie de nos discussions que la vie nous réserve toujours des surprises. Donc, on ne s'est pas dit que que tout le monde va rester ici. Donc, la SCI nous semblait plus compliquée. On préférait que chacun puisse avoir son logement. Et au niveau des banques aussi, pour les prêts, c'était pas très simple pour elles de savoir qui engageait quoi, qui achetait quoi. Donc, on est parti sur une copro où chacun a son logement. Là-dessus, on s'est aussi beaucoup fait accompagner par la notaire. Parce qu'il faut savoir qu'on a monté, plutôt que de faire 2 fois des actes notariaux, un pour la vente de la maison et 2 pour monter la copropriété, on a eu une super notaire qui nous a fait du 2 en 1. Et donc, en fait, le jour où on a acheté la maison, on a finalement signé la copropriété. Donc, c'était des plans, des ventes en VFA, en vente en futur état d'achèvement. Voilà, ça nous a permis d'économiser un petit peu sur les aspects juridiques. On a choisi vraiment volontairement quelque chose de très simple, qui est la copropriété, pour faciliter, pour que ça aille plus vite. Voilà, comme l'a dit Kevin, pour les banques aussi. Alors, peut-être avec quand même l'idée de, si jamais il y a une famille qui devait partir, alors forcément, elle a le droit de vendre juridiquement à qui elle voudrait, mais que le projet est suffisamment particulier pour que les autres familles puissent donner un avis sur qui rachèterait, parce que on vit de façon très proche et c'était difficile de se dire qu'on ferait rentrer une autre famille qui se verrait juste vivre dedans dans son appartement fermé et pas participer à la vie collective.
Alors, une autre question, combien coûte la rédaction d'un règlement de copropriété? Oula. Tu te rappelles? Je n'ai plus souvenir là. Hein. On pourra regarder, mais. Je crois que vous aviez droit à un joker. Ouais, Ah, bah, c'est Joker. Hein. Mais de souvenir, on a pris des choses simples. Hein. On n'a pas fait des trucs trop élaborés. Effectivement, on est peut-être un peu naïf, mais on s'est dit on allait se faire confiance avant tout et se dire les choses plutôt que d'essayer de blinder tout juridiquement. Ça fait 7 ans, hein, 2013. Rien. Ouais. Alors, copropriété égale indivision. Non, on a des parties communes avec, qui sont. On a tantième pour les parties communes et puis chaque logement est individuel. Chaque famille possède son logement à lui. Ok. Donc, de toute façon, hein, vous avez les infos. La plupart des infos sont sur la fiche de site que je vous ai envoyée. Pour les gens que ça intéresse, on remet ça la semaine prochaine sur un autre habitat groupé qui s'est fait plus en autoconstruction. Il y a plus de logements, je crois que c'est 7 familles. Donc voilà, c'est un projet différent et les gens qui seraient intéressés par ça peuvent effectivement suivre le prochain webinaire, la prochaine visio de Réno. Effectivement, comme nous le disaient certaines personnes, ça permet d'avoir connaissance de projet sans avoir besoin de se déplacer. Donc, c'est vrai que ça réduit le temps et on peut encore gérer ses enfants quand on en a. Donc, ça, en tout cas, moi, je suis super content que vous ayez accepté, qu'on ait pu mener à bien cette première visio. C'était un test. Ça s'est plutôt bien passé au niveau du son et de l'image. C'était quand même plutôt pas mal. Donc, en tout cas, je vous remercie. Alors, peut-être qu'il y a une ou deux diapos juste pour mettre l'adresse, peut-être remontrer les coordonnées de l'espace Info Énergie, parce que c'est vrai que les gens qui voudraient en savoir plus, même si évidemment l'habitat groupé ne représente pas grand-chose dans les conseils qu'on fait au niveau de l'espace Info Énergie, mais c'est quelque chose qui va être sans doute amené à se développer et que de toute façon, on peut renseigner sur les aspects énergétiques, sur les aspects isolation, chauffage, eau chaude, énergie renouvelable, aide financière. Et vraiment, c'est important de contacter son espace Info Énergie parce que nous, on n'a rien à vendre et ça peut permettre d'éviter de faire des erreurs. On voit de plus en plus, aujourd'hui, on va dire que le développement durable est devenu une mode et un business. Et il faut faire attention. Parfois, c'est important de de pas hésiter à mettre un peu de ressources dans de la maîtrise d'œuvre, savoir se faire accompagner. Ça permet vraiment d'éviter de faire des erreurs. Et puis, on a des architectes aujourd'hui, on a des bureaux d'études qui sont spécialisés dans la qualité environnementale des bâtiments, dans les constructions bois, paille, dans le bioclimatique, dans les énergies renouvelables. Donc, c'est important, si on veut aller sur un projet vraiment performant, de savoir bien se faire accompagner. Alors, je ne sais pas si vous avez un dernier mot de conclusion à dire, nos chers intervenants. Non, on a bien compris. Pour ma part, je suis bien contente d'être intervenue, surtout avec Franck, c'était vraiment chouette. Et puis, merci de nous avoir proposé ce partage-là, quoi. C'est chouette de pouvoir s'aimer. Donc, voilà. Je crois que vous avez un blog, non? On a préféré prendre du temps pour faire des apéros ensemble plutôt que de tenir un blog. Ok, on passera prendre l'apéro. Alors, moi, ça va, c'est pas loin. Voilà. Du coup, là, moi, je vais pas tarder à mettre fin à la séance. Ça fait 1 heure que je me bats parce que moi, je suis en habitat partagé avec des mouches. Il y en a une qui a réussi même à squatter ma caméra tout à l'heure. Donc, en tout cas, pas hésiter à nous contacter pour plus d'informations. Et puis, on se retrouve, pour ceux que ça intéresse, jeudi prochain à la même heure, pas au même endroit, puisqu'on sera sur Saint-Germain-en-Mont-d'Or. Et en tout cas, merci à nos intervenants. Sylvain, oui. J'ai juste mis les détails des calculs, pourquoi le déphasage d'un mur qui est très isolé ne sert pas à grand-chose. Voilà. En commentaire, pardon. Donc, effectivement, avant de fermer la session, puisque ça n'apparaîtra pas sur l'enregistrement. Donc, effectivement, tu peux peut-être le repréciser, redétailler. C'est un calcul de coin de table, mais si on a 100 mètres carrés de mur isolé avec R égale 7, ça nous fait un U de 1 sur R égale 0,15. Par 15 degrés d'écart, si je prends 40 dehors et 25 dedans en été,
ça nous ferait 225 watts de flux. Alors, déphaser 225 watts quand il nous en rentre par les vitrages 600 ou que votre frigo et votre congèle font 200 watts. Surtout qu'un frigo et un congélateur consomment plus quand il fait chaud et qu'on les ouvre souvent et qu'on y met des glaces. Et que les 3 personnes de la maison dégagent aussi 300, mettons 100 watts par personne en été quand on transpire, donc 300 watts. C'est pour ça que je préfère parler de l'énergie que immanquablement en été on va devoir accumuler dans la journée avant de pouvoir l'évacuer la nuit si on n'est pas dans un îlot de chaleur. Et si on est dans un îlot de chaleur, on est cuit. Voilà. Et là, on n'avait pas fait de simulation thermique dynamique. On aurait peut-être dû pour le logement du haut. Si, Franck, t'en avais fait. Je l'avais faite? Ouais. Ah bon, bah alors il faudrait que je la regarde et qu'on la contrôle. Alors, je l'ai recherché. Pour autant, mais comme dit Franck, au début de l'été, on prend l'été dernier où il faisait 40 degrés, on arrivait à maintenir 12-13 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur, mais immanquablement, au bout d'un moment, ça nous rattrape et on n'a plus que 7-8 degrés. Mais quand il fait 40, il fait 30 chez nous au premier étage. Au rez-de-chaussée, c'est plus supportable, ça fait 27. Et puis, on arrive à descendre jusqu'à 25 le matin en ouvrant partout. Non, chez nous, c'est vrai que je trouve qu'on arrive bien à réguler l'été sur les 2 logements. Là, je trouve que ça marche bien dès lors qu'on on ouvre la nuit. Il n'y a pas spécialement de surchauffe, je trouve, chez nous. Vous êtes quand même dans un coin qui est un peu urbanisé, alors pas complètement, heureusement, mais quand même un peu, quoi, qui a du... Chez nous, on est à 200 mètres au bout de la rue, c'est des champs, en fait. Oui, il y a le golfe après. Voilà, c'est ce que j'allais rajouter, parce qu'effectivement, pour les gens qui ne sont pas de la région lyonnaise, donc Bron, ça touche Lyon côté est, mais on va dire qu'on est à la limite Chassieux, limite Eurexpo pour ceux qui connaissent le centre de congrès, qui a encore des terrains agricoles juste à côté, qu'on a un golfe qui est pas loin, et on va dire qu'on voit bien il y a moins le problème d'îlots de chaleur en été, et inversement en hiver. Moi, dans les périodes froides, quand je pars de chez moi, j'ai 3-4 degrés de moins chez moi que quand j'arrive au boulot, parce qu'effectivement, il y a un peu moins l'îlot de pollution aussi. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte. On est quand même un peu plus végétalisé. On bénéficie un peu plus des apports de la végétalisation qu'en centre de Lyon où il y a moins d'arbres et moins de jardins. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à nous rajouter. Non. On est tout bon. Ça va être l'heure de l'apéro. Ouais. C'est l'heure Eh ben... Merci à nos chers intervenants. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.